De retour de voyage d'affaires en avance pour surprendre mon mari, c'est moi qui ai eu un choc. Plusieurs voitures garées, des ballons bleus et roses dans le jardin, et une banderole, « Bienvenue, notre petit miracle ». Mon nom est Amélie Dubois. Je suis experte comptable judiciaire et la PDG d'une start-up de la EdTech. Vous savez, les larmes sont un actif qui se déprécie. Elles vous coûtent une immense quantité d'énergie, obscurcissent violemment votre jugement et n'offrent absolument aucun retour sur investissement. J'ai appris cette vérité fondamentale durant ma première année en tant que jeune experte comptable dans un cabinet impitoyable à Lyon. C'est devenu mon principe directeur lorsque j'ai finalement décidé de voler de mes propres ailes, de déménager à Paris et de fonder ma société de technologie éducative. À 32 ans, j'avais bâti un empire à partir de rien. Je ne traitais qu'avec des faits, des bilans équilibrés et des vérités mathématiques indéniables. Les chiffres ne mentaient pas. Les chiffres ne trichaient pas. Mais alors que je me tenais dans le vaste hall d'entrée de mon propre hôtel particulier de 12 millions d'euros à Neuilly-sur-Seine, observant la scène surréaliste qui se déroulait sous mes yeux, j'ai réalisé que certaines dettes catastrophiques n'apparaissent tout simplement pas sur un bilan jusqu'à ce qu'il soit bien trop tard. J'étais rentré d'un sommet de capital risque épuisant mais très réussi à Genève, 3 jours plus tôt que prévu. L'accord d'acquisition avait été conclu plus rapidement que prévu, rapportant à mon entreprise 40 millions d'euros de capital supplémentaire. J'étais épuisée mais victorieuse. J'avais envoyé un texto à mon mari, Antoine, depuis l'aéroport de Genève, mais le message était resté sans réponse. J'ai supposé qu'il était à son bureau, un espace de coworking loué dans le centre où il était censé gérer sa série interminable d'entreprises ratées, que je finançais entièrement. Mon chauffeur a garé ma Maybach dans la longue allée circulaire de ma propriété. Immédiatement, les variables ne concordaient pas. L'allée était remplie de véhicules de luxe. Des voituriers en chemises blanches impeccables s'affairaient. Je n'ai pas alerté la sécurité. J'ai simplement pris ma mallette Goyard, déverrouillé les lourdes portes en fer forgé sur mesure et suis entré. Ma maison, normalement un sanctuaire de marbre italien minimaliste, d'acajou importé et de silence étudié, suffoquait actuellement sous une invasion de ballons pastel bleus et roses. Ils étaient partout, attachés aux rampes, flottant contre les plafonds voûtés de 10 mètres de haut, ancrés aux sculptures contemporaines importées. Une immense bannière imprimée par des professionnels était suspendue en travers du grand escalier majestueux, « Bienvenue bébé Antoine ». Il y avait une foule d'environ 50 personnes qui déambulaient dans le salon ouvert, sirotant du champagne et mangeant des amuse-gueules coûteux. J'ai reconnu des membres de notre country club, des femmes du conseil paroissial de l'église de ma mère et divers membres de la famille élargie. Je suis resté dans l'ombre du hall, analysant les données. Mon cœur battait à un rythme régulier. Je n'ai pas laissé tomber ma mallette. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je suis simplement restée là, observatrice invisible dans ma propre maison. Mes yeux ont balayé la foule et se sont fixés sur le centre de la pièce. Antoine se tenait près des baies vitrées donnant sur la piscine à débordement. Il portait un costume bleu marine sur mesure que j'avais payé le mois dernier, mais ce n'est pas sa tenue qui a attiré mon attention. C'étaient ses mains. Elles étaient enroulées de manière possessive, intime, autour de la taille d'une femme enceinte. La femme riait, la tête renversée, rayonnante sous le lustre en cristal alors qu'elle se penchait confortablement contre lui. C'était Chloé, ma sœur cadette. J'ai regardé Antoine se pencher et l'embrasser dans le cou. Chloé a gloussé, plaçant sa main manucurée sur la sienne, la posant doucement sur son ventre arrondi. Les invités autour d'eux souriaient, offraient leurs félicitations, complètement imperturbables par le fait que mon mari traitait ma sœur comme sa femme bien-aimée au milieu de mon salon. Amélie. La voix a craqué comme une brindille sèche. J'ai tourné légèrement la tête. Ma mère, Brigitte, se tenait près de l'entrée de la salle à manger formelle. Elle portait un tailleur en tweed Chanel, un plateau d'argent de canapé au caviar tremblant violemment dans ses mains. Ses yeux étaient grands, paniqués, passant de moi au couple heureux au centre de la pièce. Le plateau a basculé. Un unique plat en cristal de caviar a glissé et s'est brisé sur le sol en marbre. Le bruit sec a percé le faible bourdonnement de la conversation. Les têtes se sont tournées. La pièce est tombée dans un silence de mort,
suffocant. Le jazz doux qui jouait depuis les haut-parleurs du plafond semblait soudain douloureusement, agressivement fort. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge lorsqu'ils m'ont finalement remarqué, debout près de la porte d'entrée dans mon trench-coat Burberry. Antoine s'est retourné. Il s'est éloigné de Chloé si vite qu'il a failli trébucher sur ses propres mocassins coûteux. Le sang a quitté son visage, le laissant paraître comme un fantôme terrifié. Amélie, balbutia-t-il, sa voix se brisant. Chérie, quoi? Qu'est-ce que tu fais à la maison? Je ne lui ai pas répondu. J'ai regardé Chloé. Contrairement à Antoine, Chloé n'avait pas l'air terrifiée. Elle a simplement touché son ventre arrondi, levant le menton. Un éclair de satisfaction suffisante, indubitable, a traversé son visage parfaitement maquillé. Chloé avait été une reine de beauté à l'université, choyée et louée par notre mère pour son apparence, tandis que j'étais rejetée comme l'intello. Chloé ne m'avait jamais pardonné d'avoir privilégié mon cerveau à mon apparence et d'être devenue infiniment, intouchablement plus riche grâce à cela. Avant qu'Antoine ne puisse formuler un mensonge cohérent, ma mère est sortie de son état de choc. Elle a tendu le plateau à un traiteur déconcerté et a marché vers moi. La panique dans ses yeux avait disparu, remplacée instantanément par un pragmatisme froid et calculé. Elle m'a attrapé le bras, ses ongles manucurés s'enfonçant brusquement dans la manche en cachemire de mon manteau. Allons dans le bureau, siffla Brigitte, sa voix un murmure bas et autoritaire destiné uniquement à moi. Tout de suite, ne fais pas de scène. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras. Puis j'ai regardé ses yeux. Il n'y avait absolument aucune culpabilité, seulement de l'agacement que son calendrier soigneusement orchestré ait été perturbé. Montre le chemin, mère, dis-je calmement. Je l'ai laissé me conduire dans le couloir ouest. Antoine et Chloé nous suivaient comme des complices nerveux convoqués dans le bureau du directeur. Les 50 invités restaient figés, regardant dans un silence de choc absolu. Nous sommes entrés dans mon bureau privé. C'était mon sanctuaire, bordé de livres en édition originale et dominé par un immense bureau en acajou. Une fois que les lourdes portes en chêne se sont refermées, nous coupant de la fête à l'extérieur, ma mère n'a pas perdu une seule seconde. Elle est passée devant moi, a fouillé dans la mallette en cuir d'Antoine posée sur l'une des tables d'appoint et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Elle l'a jetée sur la table basse en verre au centre de la pièce. Elle a atterri avec un bruit lourd et définitif. Signez-les, dit Brigitte. Sa voix était plate, dénuée de toute chaleur maternelle. Je ne me suis pas approchée de la table. J'ai juste regardé les lettres noires et grasses imprimées sur le document supérieur qui dépassait de l'enveloppe. Requête en dissolution du mariage. Une demande de divorce, dis-je, ma voix terrifiante de calme. J'ai levé les yeux vers Antoine. Tu organises une baby shower dans ma maison, pour ma sœur. Tout en te préparant à me remettre des papiers de divorce. C'est pour le mieux, Amélie, intervint Antoine, tentant de bomber le torse pour projeter de l'autorité. Il passa une main dans ses cheveux fraîchement coupés. Toi et moi, ça ne va plus depuis longtemps. Chloé a besoin d'un environnement stable pour le bébé. Mon bébé. Tu dois admettre que tu travailles toujours. Tu es toujours dans un avion. Tu es froide, Amélie. Tu es une PDG, pas une épouse. Chloé, elle, sait comment faire en sorte qu'un homme se sente homme. Elle sait comment être attentionnée. Je l'ai fixé. J'ai littéralement traité ses paroles comme des points de données sur une feuille de calcul. C'était un homme dont j'avais entièrement financé la série d'entreprises pendant 4 ans. Une boutique de basket haut de gamme qui a fait faillite en 6 mois. Un service de location de voitures de luxe qui s'est terminé par un énorme procès d'assurance. Une société de développement d'applications qui n'a produit que des déductions fiscales. C'était un parasite financier qui drainait des centaines de milliers d'euros de mes comptes. Tout en jouant le rôle du mari dévoué et solidaire lors des galas de l'industrie. Amélie, tu dois comprendre, interrompit Brigitte, ajustant agressivement son collier de perles. L'image est tout dans cette famille. Tu connais les cercles que nous fréquentons. Chloé porte l'héritier des Antoine. Tu as toujours été farouchement indépendante. Tu n'as pas besoin d'un homme et, franchement, tu ne sais pas comment en garder un.
Tu peux prendre soin de toi. Mais Chloé a besoin de cette maison. Elle a besoin de la stabilité pour élever cet enfant correctement. Vous voulez que je vous cède ma maison, ai-je clarifié. Ne fais pas de scène, continua Brigitte, s'approchant de moi. Signe juste les papiers aujourd'hui. Fais une valise, va séjourner dans l'un de tes appartements de fonction en ville et pars tranquillement. Nous gérerons l'image à l'église. Nous dirons au père Moreau que c'était une séparation à l'amiable. Personne n'a besoin de passer pour le méchant. Chloé s'avança enfin, croisant les bras sur sa robe de maternité. Elle eut un sourire narquois. Désolée, sœurette. Vraiment. Mais nous sommes tombés amoureux. Il m'a choisi, et je lui donne la seule chose que tu n'as jamais pu lui donner, une famille. Je suis restée parfaitement immobile, laissant le silence s'étirer dans la pièce. J'ai analysé les 3 variables devant moi. Ma mère, qui me considérait simplement comme une carte de crédit illimitée et un outil pour élever son propre statut social à l'église de la Madeleine. Ma sœur, un serpent venimeux et prétentieux drapé dans des vêtements de maternité de créateur, profondément rancunière de mon succès. Mon mari, un imbécile fragile et avide dont l'ego était si meurtri par ma supériorité financière qu'il a cherché refuge dans le lit d'une femme qu'il admirerait. Je n'ai ressenti aucune peine de cœur. Les larmes n'ont même pas menacé de couler. Ce que j'ai ressenti, c'était la clarté glaciale, excitante et absolue d'un prédateur suprême qui verrouille sa proie. Je vois, dis-je, ma voix tombant à un registre bas, à peine au-dessus d'un murmure. Vous voulez la maison ? Elle est à moitié à moi de toute façon, dit Antoine, redressant sa veste de costume. En France, le régime matrimonial par défaut est la communauté de biens réduite aux acquêts, Amélie. J'ai vécu ici pendant 4 ans. J'ai contribué à l'entretien de cette propriété. J'ai des droits légaux sur le domicile conjugal. Mon avocat me l'a assuré. J'ai laissé un petit sourire effleurer les coins de ma bouche. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un raideur d'entreprise qui venait de réaliser que la société adverse avait oublié de verrouiller sa porte de derrière. Tu as absolument raison, Antoine, dis-je doucement. Le régime par défaut est la communauté de biens. J'ai marché lentement devant lui, contournant mon immense bureau en acajou. J'ai laissé tomber ma mallette sur le sol, me suis assise dans mon fauteuil en cuir ergonomique et j'ai appuyé sur la barre d'espace de mon ordinateur portable. Les 3 moniteurs se sont allumés. Ce qui signifie que les biens matrimoniaux sont divisés équitablement par les tribunaux, ai-je poursuivi, tapant mes mots de passe-mètre complexes. Malheureusement pour toi, Antoine, cette maison n'est pas un bien matrimonial. Antoine fronça les sourcils, s'approchant du bureau. De quoi tu parles ? Mon nom est sur la boîte aux lettres. Je reçois du courrier ici. Ton nom est sur le courrier, l'ai-je corrigé, mes doigts volant sur le clavier mécanique avec une précision rapide et exercée. Recevoir un colis Amazon ne te confère pas de part de propriété. L'acte de cette propriété n'est ni à mon nom, ni au tien. Il est détenu par l'Athena Irrévocable Blind Trust, une entité corporative établie au Luxembourg 3 ans avant même que je ne te connaisse. Je suis l'unique bénéficiaire de ce trust. Tu es, légalement parlant, un invité de longue durée. Un invité dont l'invitation vient d'expirer de manière définitive. Le sourire narquois de Chloé vacilla. Elle regarda notre mère. Maman, qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle bluffe, lança Brigitte, frappant sa main sur la table basse en verre. Amélie, arrête ces bêtises ridicules tout de suite. Tu embarrasses cette famille. Signe les papiers pour que nous puissions retourner auprès de nos invités. Je ne signerai rien sans la présence de mon équipe juridique, ai-je répondu, les yeux rivés sur les écrans lumineux. De plus, Antoine, je viens de me connecter à l'interface bancaire principale. Je regarde nos comptes joints, ceux sur lesquels je dépose ton allocation mensuelle pour financer ton style de vie pathétique. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Amélie, attends. Je suis actuellement en train de transférer l'intégralité du solde de ces comptes vers une société holding offshore privée sous l'égide de l'Athena Trust, ai-je narré, en cliquant sur le bouton d'autorisation finale. L'écran est devenu vert.
Transfert terminé. À cette seconde exacte, tes cartes de débit sont refusées. Tes lignes de crédit, qui sont toutes garanties par mes actifs principaux, sont gelées. Tu es entièrement insolvable. Tu ne peux pas faire ça, cria Antoine, s'avançant agressivement vers le bureau, son visage devenant rouge de colère soudaine et violente. C'est mon argent. J'ai des opérations en cours. C'est déjà fait, dis-je. J'ai pris mon téléphone portable sur le bureau, composé le 17 et l'ai immédiatement mis sur haut-parleur, posant le téléphone sur la surface en acajou. Police nationale, quelle est votre urgence? La voix calme de l'opérateur résonna dans le bureau silencieux. Brigitte suffoqua, sa main volant à ses perles. Chloé recula d'un pas, les yeux écarquillés de terreur. Bonjour, ici Amélie Dubois au 400 avenue des Chênes à Neuilly-sur-Seine, dis-je clairement, mon ton parfaitement égal. J'ai 3 intrus hostiles dans ma maison qui refusent de quitter les lieux. L'un d'eux, un homme, devient physiquement agressif et erratique. Je me sens menacée. J'ai besoin que des agents soient dépêchés immédiatement. Compris, madame. Nous avons des unités dans le secteur. Les agents sont en route. Sont-ils armés? Pas à ma connaissance, mais le suspect masculin est très agité, dis-je, regardant droit dans les yeux paniqués d'Antoine. Nous serons là dans moins de 5 minutes. Veuillez rester en ligne. Je reste en ligne. J'ai coupé le micro et levé les yeux vers ma famille. La réalité de la situation s'abattait enfin sur eux comme un bloc de béton. Vous avez exactement 5 minutes avant que la police n'arrive et ne vous traîne dehors devant vos 50 invités de la haute société, dis-je, vérifiant la Rolex Daytona en platine à mon poignet. Si j'étais toi, Chloé, je me dandinerais vers la porte de derrière par la cuisine. Ce serait vraiment dommage que l'ancienne Miss Sorbonne soit photographiée par les épouses du country club en train de se faire pousser à l'arrière d'une voiture de police, menotte au poignet. Tu es un monstre, cracha Brigitte, son visage se tordant de fureur pure et sans filtre. Le vernis de la paroissienne sophistiquée avait complètement disparu. Tu ferais ça à ta propre sœur enceinte, à ta propre mère? Ma sœur, dis-je, me levant lentement de ma chaise et regardant Chloé droit dans les yeux, est morte pour moi. C'est un parasite. Et toi, mère, tu es officiellement coupée des vivres. Fini les allocations mensuelles. Fini les vacances payées à Saint-Tropez. Bonne chance pour payer le prêt de l'appartement de luxe que je t'ai acheté dans le Marais avec tes propres moyens. Amélie, s'il te plaît, supplia Antoine, sa voix tremblante. Son attitude agressive s'était complètement effondrée. Parlons-en, c'est tout. Ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. 4 minutes, ai-je répondu, me rasseyant et reportant mon attention sur mes emails. Ils n'ont pas réussi à sortir par la porte de derrière. 10 minutes plus tard, les gyrophares bleus et rouges de 3 voitures de la police nationale illuminaient les ballons pastels dans le hall. La fête s'était arrêtée net. Les invités étaient regroupés contre les murs, chuchotant furieusement, les téléphones enregistrant discrètement. Je me tenais sur le seuil du bureau, sirotant un verre d'eau pétillante, regardant 2 policiers déconcertés escorter Antoine, Chloé et Brigitte vers la porte d'entrée. Antoine essayait d'expliquer la situation aux policiers, sa voix désespérée, mais les agents restaient impassibles face à un homme revendiquant la propriété d'une maison sans pouvoir produire un seul document le prouvant. Tandis que la propriétaire légale se tenait là, tenant l'acte de propriété. Brigitte gardait la tête basse, utilisant son sac à main de créateur pour se protéger des regards de ses amis de l'église. Chloé pleurait ouvertement, son arrogance complètement effacée, s'accrochant au bras d'Antoine alors qu'ils étaient conduits hors des lourdes portes en fer. Je suis sortie sur les marches de marbre. L'air frais du soir m'a frappé le visage. J'ai regardé les feux arrière du Porsche Macan en leasing d'Antoine, un leasing que je détenais à mon nom et que j'avais bien l'intention de déclarer volé s'il ne le rendait pas avant midi demain, disparaître dans la longue allée dans la nuit parisienne. La Mercedes de ma mère suivait de près. La première phase était terminée. J'avais sécurisé mon périmètre. J'avais excisé les tumeurs de mon environnement immédiat. Mais l'expulsion n'était qu'une manœuvre défensive. Je n'allais pas simplement les mettre dehors. Ils avaient tenté une prise de contrôle hostile de ma vie.
Ils avaient insulté mon intelligence. J'allais les anéantir. Je ne suis pas resté dans l'hôtel particulier cette nuit-là. L'air dans la maison semblait lourd, contaminé par leur présence et l'odeur persistante du parfum floral bon marché de Chloé. J'ai demandé à mon chef de la sécurité de faire sortir les invités restants, de boucler la propriété et d'organiser l'intervention d'une équipe de nettoyage en profondeur le matin. Je suis remonté dans ma Maybach et j'ai demandé à mon chauffeur de me conduire à mon penthouse privé dans le Triangle d'Or. C'était mon véritable sanctuaire. Une forteresse aux murs de verre au 45e étage, surplombant la ligne d'horizon scintillante de Paris. C'était une propriété dont personne dans ma famille ne connaissait l'existence. Je la gardais sous une société écran spécifiquement pour les moments où j'avais besoin d'une isolation absolue pour travailler sur des acquisitions d'entreprises sensibles. Je suis entré dans le penthouse sombre, les baies vitrées peignant les parquets de lumière de la ville. J'ai laissé tomber mon manteau, je suis allé au bar et je me suis versé 2 doigts généreux d'un cognac XO. J'ai pris une lente gorgée, laissant la chaleur me brûler la gorge, me ramenant à la réalité. Puis je suis allé dans le bureau, je me suis assise devant ma station de travail multi-écran sur mesure, et je suis parti en guerre. En tant qu'experte comptable judiciaire et PDG d'une entreprise technologique, mon super pouvoir ultime était de trouver l'argent que les gens essayaient désespérément de cacher. Je pouvais tracer un seul euro à travers 50 sociétés écrans sur 3 continents. J'ai commencé mon enquête avec Antoine. Il était fondamentalement stupide, mais je devais savoir exactement à quel point. Je devais cartographier toute l'architecture de sa trahison. Je me suis connecté au serveur sécurisé qui abritait les enregistrements des caméras de sécurité cachées que j'avais installées dans la maison de Neuilly il y a 1 an. À l'origine, je les avais installés pour surveiller un service de nettoyage que je soupçonnais de voler des alcools et des bijoux de luxe. Je n'avais jamais pris la peine de les enlever. Maintenant, c'était une mine d'or. J'ai programmé le logiciel pour signaler les mouvements dans la chambre principale, le salon et le bureau, en parcourant les enregistrements des 3 dernières semaines pendant mon voyage. Pendant les 2 premières heures, c'était nauséabond mais prévisible. Des images répugnantes d'Antoine et Chloé se faufilant, buvant mon vin, dormant dans mon lit. Je les ai regardés avec un détachement clinique total, cataloguant les dates et les heures. Mais ensuite, à 2h14 du matin un mardi, il y a 5 jours, j'ai trouvé un clip qui a tout changé. Antoine et Chloé étaient dans le salon principal, assis sur le grand canapé d'angle. Mais ils n'étaient pas seuls. Louis était là. Louis Lambert était le mari de Chloé. C'était un gestionnaire de patrimoine blanc, lisse et agressivement arrogant, qui travaillait pour une société de conseil de luxe dans le 8e arrondissement. Il aimait jouer le sauveur blanc pour ma famille, se vantant constamment de son pédigré de grande école, de son handicap au golf et de son portefeuille d'actions. Je le méprisais. Il n'était que verni et sans substance. Dans la vidéo, Louis arpentait le tapis persan, tenant un verre de mon whisky. Il avait l'air agité, en sueur. J'ai augmenté le volume de mes moniteurs de studio, améliorant le flux audio. Tu es un parfait idiot, Antoine, sifflait la voix de Louis à travers les haut-parleurs, dégoulinant de mépris. Si Amélie découvre que tu as mis sa sœur enceinte dans sa propre maison, tu es à la rue sans rien. Tu sais à quel point elle est impitoyable. Elle te laissera avec les vêtements que tu as sur le dos. Je sais, mec. Je sais, gémit Antoine. Il était assis, la tête dans les mains, l'air pathétique. Chloé était assise à côté de lui, se rongeant l'ongle. Mais tu as dit que tu nous aiderais. Tu as dit que tu avais un plan pour sécuriser la maison. Je vous aide, répondit Louis doucement, s'arrêtant pour pointer un doigt vers Antoine. C'est moi qui ai dit à Chloé quoi dire à Brigitte pour la mettre de votre côté. Mais mon silence et ma coopération avec cette stratégie de divorce coûtent de l'argent. Chloé connaît le marché. Si elle veut que je signe ces papiers de divorce tranquillement, que je m'en aille et que je ne fasse pas tout éclater à Amélie et à l'église avant que vous n'ayez sécurisé le pactole, vous me devez de l'argent. Louis s'est approché, dominant Antoine. 1 demi-million d'euros. Aujourd'hui. Chloé s'est mise à pleurer. Louis, s'il te plaît. Tu sais, Antoine n'a pas ce genre d'argent. Nous devons attendre qu'Amélie signe l'accord.
Alors il a intérêt à le trouver, ricana Louis, sa voix devenant incroyablement sombre. Parce que si je ne reçois pas 500 000 € virés sur mon compte pour couvrir mes investissements d'ici vendredi, je vous fais tomber tous les deux. J'irai voir Amélie moi-même. J'ai mis la vidéo en pause. L'image figée du visage désespéré et furieux de Louis brillait sur mon écran. J'ai pris une autre gorgée de cognac. Les variables changeaient rapidement. Louis les faisait ouvertement chanter. Mais pourquoi un gestionnaire de patrimoine soi-disant très prospère avait-il besoin d'exactement 500 000 € si désespérément qu'il ferait chanter sa femme infidèle et son amant? Un demi-million, ce n'était pas une somme pour s'enfuir pour un gars comme Louis. C'était une somme très spécifique, désespérée. J'ai ouvert un nouveau terminal crypté sur mon deuxième moniteur. J'ai routé ma connexion à travers 3 VPN distincts. Il était temps de lancer une vérification approfondie et agressive des antécédents de Louis Lambert et de sa société de gestion de patrimoine, en utilisant quelques portes dérobées numériques que j'avais acquises au fil des ans dans le secteur de la cybersécurité. Pendant 4 heures d'affilée, le seul son dans le pantouse était le cliquetis mécanique rapide de mon clavier. J'ai extrait les déclarations financières publiques de Louis. J'ai recoupé les informations de son entreprise auprès de l'AMF. J'ai fouillé dans les registres de propriété, les dossiers judiciaires, et finalement, j'ai réussi à pénétrer un serveur mal sécurisé hébergeant les registres des comptes séquestres de l'entreprise. À 4h30 du matin, l'image s'est finalement cristallisée sur mon écran. Louis Lambert n'avait pas fait de mauvais investissements. Il avait détourné des fonds. Il avait siphonné exactement 2 500 000 € de 2 de ses plus gros clients, les plus âgés, en faisant transiter l'argent par un labyrinthe de sociétés écrans offshore pour financer une dépendance aux jeux paralysantes et une série de pertes crypto catastrophiques. Mais son entreprise avait récemment lancé un audit interne en prévision d'un examen obligatoire de l'AMF. Les auditeurs se rapprochaient. Louis était piégé. Il avait besoin d'une injection rapide de 500 000 € pour équilibrer temporairement les livres de comptes séquestres spécifiques que les auditeurs examinaient cette semaine. Juste assez pour passer l'examen préliminaire et s'acheter du temps pour fuir. Il avait découvert la liaison de sa femme et au lieu de se mettre en colère, il a vu une bouée de sauvetage. Il utilisait l'infidélité de sa femme pour faire chanter Antoine et en faire son distributeur de billets personnels. Mais cela me ramenait à la question la plus critique. Où Antoine, un homme dont la cote de crédit était plus basse que mon rythme cardiaque au repos, avait-il trouvé un demi-million d'euros en liquide en 3 jours? J'ai changé de cible. J'ai piraté le compte de messagerie crypté d'Antoine. Son mot de passe était toujours le nom de son chien d'enfance décédé, suivi de son année de naissance. Pathétique. J'ai cherché des pièces jointes dans sa boîte de réception, en filtrant les 7 derniers jours. C'était là. Un email d'une adresse ProtonMail sécurisée et cryptée. En pièces jointes, un contrat PDF hautement illégal et lourdement rédigé avec un syndicat de prêteurs de l'ombre basé à Marseille. De vrais usuriers violents. Le taux d'intérêt était astronomique, 40% composé mensuellement. J'ai fait défiler jusqu'à la page 4 du contrat pour voir la garantie. Mon sang s'est glacé. Antoine avait mis la maison de Neuilly en garantie. Comme la maison était détenue dans un trust, les prêteurs exigeaient la signature de l'administratrice principale du trust, moi. Antoine avait falsifié ma signature sur les documents de prêt. Il s'était également procuré un faux sceau de notaire pour légitimer le document. Il avait utilisé ma maison pour obtenir un prêt de 500 000 € sur le marché noir, qu'il a ensuite viré directement sur un compte offshore appartenant à Louis Lambert. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les signatures numériques. Falsifier une signature sur un prêt d'un demi-million d'euros, virer des fonds illicites à travers les frontières nationales et internationales. Ce n'était pas juste une erreur. Ce n'était pas juste une affaire civile pour un tribunal des affaires familiales. C'était un cas d'école. Une fraude électronique fédérale indéniable. C'était une conspiration. C'était une peine de prison fédérale minimale garantie et obligatoire. Un sourire froid, sombre et terrifiant s'est étendu sur mon visage dans la lueur des moniteurs. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline pure. Ils avaient essayé de me déjouer dans la seule arène où j'étais une déesse incontestée. Ils m'avaient donné les balles,
chargé l'arme et l'avait placée juste dans ma main. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'appuyer sur la détente. Le lendemain matin, à 9 heures précises, l'interphone de mon pantouse a sonné. J'étais assise à l'îlot de ma cuisine, buvant un café noir, entièrement vêtue d'un tailleur pantalon anthracite impeccable. Je me suis approchée et j'ai appuyé sur le bouton. La voix du concierge a crépité. « Bonjour, Madame Dubois. Je m'excuse pour l'intrusion, mais votre mère, Brigitte, est dans le hall. Elle a contourné la réception et exige de vous voir. Elle dit que c'est une urgence familiale. » J'ai pris une lente inspiration. « Faites-la monter, Marc. » 5 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement sur mon hall. Brigitte est sortie. Elle avait l'air parfaitement composée, portant son tailleur du dimanche un mardi matin, ses cheveux impeccablement coiffés. Elle a examiné mon pantouse moderne au mur de verre avec un air de dédain visible. « Tu as toujours préféré ces boîtes de verre froides et stériles à une vraie maison chaleureuse, dit-elle, passant devant moi et s'asseyant sur mon canapé en cuir blanc sans y être invitée. « Que veux-tu, Brigitte ?» ai-je demandé, retournant à l'îlot de la cuisine et m'appuyant contre le comptoir en marbre, gardant une distance physique entre nous. « Je suis ici pour t'offrir une porte de sortie, dit-elle doucement, croisant les jambes. Une porte de sortie à l'humiliation absolue que tu es sur le point de subir. » J'ai haussé un sourcil. « Ah oui. Le père Moreau de l'église de la Madeleine m'a appelé ce matin, dit Brigitte, se penchant en avant, ses yeux se rétrécissant. Les gens parlent, Amélie. Les femmes présentes à la baby shower ont la langue bien pendue. Elles ont vu la police chez toi. Elles ont vu Antoine et Chloé être escortés dehors. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. L'église est en ébullition. L'église de la Madeleine était l'épicentre de la haute société parisienne. C'était un lieu où les politiciens, les PDG et les célébrités se rassemblaient pour voir et être vus. Si vous n'étiez pas en bon terme à la Madeleine, votre capital social et commercial dans la ville chutait. Brigitte vivait et respirait pour son statut au sein du conseil paroissial. C'était toute son identité. « Laisse-les parler, dis-je calmement. La vérité est une défense puissante. » « Tu ne penses pas ce que tu dis, » lança Brigitte, son sang-froid se fissurant légèrement. « Ton entreprise de la EdTech dépend fortement des investisseurs et de la bonne volonté de notre communauté. Que penses-tu qu'il arrivera au cours de tes actions si je vais voir le père Moreau et que je lui dis la vérité? Et quelle est cette vérité? Que tu es une femme stérile, froide et obsédée par le travail qui a poussé son mari dans les bras de sa propre sœur, dit Brigitte, sa voix dégoulinant de venin. Si je dis à la congrégation, et par extension à la ville, que tu as froidement, sans cœur, jeté une femme enceinte, ton propre sang, à la rue par pure jalousie, ta réputation sera réduite en cendres. Tu seras une paria. » Je l'ai regardé. J'ai étudié les rides sur son visage. La manipulation a coupé le souffle. Elle était prête à détruire l'œuvre de toute ma vie, à assassiner ma réputation et à ruiner mon entreprise. Tout ça pour protéger les choix terribles de son enfant chéri. « Quelle est la rançon ?» ai-je demandé, en gardant ma voix totalement dénuée d'émotion. Brigitte a souri. Elle pensait m'avoir acculée. « C'est de l'hôtel particulier de Neuilly à Chloé et Antoine aujourd'hui. Renonce à tes droits et paie discrètement les frais de divorce. Donne à Antoine une pension alimentaire raisonnable pour qu'il puisse subvenir aux besoins du bébé. Et en retour, promit Brigitte en ajustant ses perles, nous dirons à l'église que la séparation était entièrement à l'amiable. Que toi et Antoine vous êtes simplement éloignés à cause de ta carrière exigeante. Pas de scandale. Pas de désordre. Aucune mention de l'implication de Chloé jusqu'à ce que la poussière retombe. Tu gardes ton image de PDG impeccable et Chloé obtient la maison que son bébé mérite. Tout le monde y gagne. J'ai laissé le silence s'étirer dans l'immense pantouse. Il fallait qu'elle pense qu'elle gagnait. Il fallait qu'elle ressente le sommet absolu et vertigineux de l'arrogance. Plus elle se sentirait haut, plus dure serait la chute quand je couperais les moteurs. J'ai baissé les yeux, forçant mes épaules à s'affaisser d'une fraction de centimètre, simulant le lourd poids de la défaite. J'ai poussé un long soupir tremblant. D'accord, ai-je chuchoté, en détournant le regard.
Les yeux de Brigitte s'illuminèrent d'un triomphe prédateur. Elle se leva, lissant sa jupe. Je savais que tu entendrais raison. Amélie, tu as toujours été une fille intelligente en affaires. Mais je ne le ferai pas dans l'ombre, dis-je en la regardant à nouveau, ma posture se redressant lentement. Si je dois renoncer à ma maison, à mon sanctuaire, je veux que ce soit fait publiquement. Je veux que ce soit finalisé ce dimanche, après la messe principale. Brigitte fronça les sourcils. Publiquement? Je remettrai l'acte de propriété et les documents de l'accord à Chloé et Antoine devant le père Moreau et les anciens de l'église, dans le sanctuaire, ai-je déclaré fermement. Une rupture nette et publique. Je veux des témoins que je vous ai donné exactement ce que vous avez demandé pour que vous ne puissiez jamais revenir me demander un centime de plus. Brigitte y réfléchit un instant. Une remise publique ne ferait que consolider son pouvoir à l'église. Cela montrerait à tout le monde qu'elle contrôlait la riche Amélie Dubois. Elle sourit largement. Dimanche, donc. 11h30, habille-toi bien, Amélie. Nous ne voulons pas que tu aies l'air complètement défaite. Elle se tourna et entra dans l'ascenseur. Alors que la porte se refermait, la cachant à ma vue, ma posture redevint instantanément rigide et parfaite. La fausse défaite disparut de mon visage. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Il a sonné 2 fois. Commissaire Martin. Une voix bourrue et profonde répondit. Martin, c'est Amélie Dubois. Un petit rire traversa le haut-parleur. Amélie, ça fait un bail depuis l'affaire Harrison. Dis-moi que tu n'appelles pas juste pour prendre des nouvelles de mon swing de golf. J'ai une énorme affaire de fraude électronique et de détournement de fonds pour toi, David. 2 500 000 € détournés, 500 000 € de virements frauduleux transfrontaliers. Faux et usage de faux, chantage. J'ai une trace écrite claire et indéniable, des signatures numériques et des enregistrements audio. La ligne est devenue silencieuse pendant 1 seconde. Le ton de sa voix est passé d'amical à strictement professionnel. Qui sont les cibles? Les suspects sont Louis Lambert, un éminent gestionnaire de patrimoine parisien, et son complice, Antoine Dubois. Ton mari, demanda Martin, surpris. Bientôt ex, ai-je corrigé. Je te sers sur un plateau d'argent une affaire qui fera ta carrière, Martin. Mais on fait ça à ma façon. Tu m'apportes toujours de bonnes choses, Amélie. Où et quand? Église de la Madeleine, ce dimanche, 11h30 précise. Fais en sorte que tes unités tactiques attendent dans le vestibule. Une arrestation dans une église. L'image va être un cauchemar, Amélie. Je me fiche de l'image, David. Je me soucie de l'exécution. Sois là. Apporte des menottes. Apportant beaucoup. Nous serons là, dit Martin et il raccrocha. J'ai posé le téléphone. Le piège était tendu. Mais en examinant mon dossier numérique, il y avait un détail qui continuait à perturber mon esprit analytique. Une équation qui refusait de s'équilibrer, le bébé. Chloé affichait sa grossesse, frottant agressivement son ventre, l'utilisant comme l'arme ultime contre moi, prétendant qu'Antoine était le père. Antoine bombait le torse, jouant au fier patriarche viril. Mais il y avait un dossier médical papier dans un coffre-fort ignifugé dans ma chambre qui disait le contraire. J'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre principale, je me suis agenouillé dans le dressing et j'ai tourné la molette de mon coffre-fort au sol. J'ai sorti une pile de documents et j'en ai extrait un épais dossier blanc portant le logo de la clinique de la fertilité de Paris. 5 ans auparavant, avant même qu'Antoine et moi ne soyons mariés, nous étions allés dans une clinique de fertilité haut de gamme. Antoine avait insisté. Ironiquement, il voulait s'assurer que j'étais capable de lui donner un héritier avant de s'engager avec moi, insinuant lourdement que ma concentration intense sur ma carrière aurait pu endommager mon horloge biologique. J'ai ouvert le dossier et j'ai passé les analyses de sang et les tableaux hormonaux pour arriver à la dernière page. Le diagnostic officiel du médecin. Diagnostic, azoospermie non obstructive. Numération des spermatozoïdes, 0. Antoine était complètement et irréversiblement stérile, une anomalie génétique.
Je me souviens du jour où le médecin nous a annoncé la nouvelle. Nous étions assis dans le bureau blanc et stérile. Antoine a eu une crise de nerfs totale et humiliante. Il a pleuré. Il a ragé. Il a frappé le mur pour protéger sa masculinité toxique incroyablement fragile. J'avais juré au médecin et à lui que je ne le dirais jamais à personne. Nous avions convenu d'envisager plus tard la FIV avec des donneurs anonymes, mais le sujet était si sensible, si profondément lié à son ego, qu'il m'avait strictement interdit d'en reparler. Au fil des ans, son ego avait en fait réécrit sa propre histoire. Il semblait avoir sincèrement oublié la réalité médicale qu'il tirait à blanc. Au lieu de cela, il blâmait nonchalamment mon environnement de travail stressant et mon refus de ralentir pour notre absence d'enfant lors des événements sociaux. Je l'avais laissé vivre dans son illusion parce que j'étais trop occupée à construire mon entreprise pour m'en soucier. Mais si Antoine ne pouvait pas avoir d'enfant, alors de qui Chloé portait-elle le bébé ? Je suis retournée à mes moniteurs et j'ai ressorti l'enregistrement de Louis les faisant chanter. J'ai observé le langage corporel de Louis. Il n'agissait pas comme un mari au cœur brisé et trahi. Il agissait comme un metteur en scène dirigeant ses acteurs. Pourquoi Chloé risquerait-elle son mariage confortable et riche avec Louis pour coucher avec un perdant fauché et incompétent comme Antoine ? Chloé n'aimait pas Antoine. Chloé aimait l'argent. À moins que Chloé n'ait pas couché avec Antoine pour tomber enceinte. J'ai fixé l'écran, la réalité horrible et brillante du stratagème se mettant en place. Chloé était déjà enceinte. Soit de son mari, Louis, soit de quelqu'un d'autre. Louis, risquant la prison fédérale pour détournement de fonds, avait besoin d'un bouc émissaire avec un accès immédiat à des fonds importants. Mes fonds. Il a orchestré toute l'affaire. Il a convaincu sa femme consentante de séduire mon idiot de mari. Sachant que l'ego massif et fragile d'Antoine le pousserait instantanément à revendiquer le bébé comme son enfant miracle. Une fois qu'Antoine a été émotionnellement accroché et convaincu qu'il allait être père, Louis a resserré l'étau. Il a fabriqué le scénario de chantage, extorquant à Antoine les 500 000 € exacts dont il avait besoin. Sachant qu'Antoine ferait n'importe quoi, même falsifier ma signature sur un prêt de cartel, pour protéger sa nouvelle famille. C'était une masterclass de manipulation sociopathique. Louis a joué d'Antoine comme d'un violon bon marché et cassé. Et Antoine, aveuglé par son besoin désespéré de se sentir homme, est entré droit dans l'abattoir. J'ai pris le dossier médical et j'ai scanné le diagnostic sur mon ordinateur portable. J'ai fusionné le PDF avec les documents de prêt falsifiés, les reçus de virements bancaires, les relevés de comptes offshore, les déclarations à l'AMF et l'enregistrement audio du chantage de Louis. J'ai chargé tout ce dossier dévastateur sur une seule clé USB cryptée. C'était une guillotine numérique, et j'étais sur le point de faire tomber la lame devant 3000 personnes. Dimanche ne pouvait pas arriver assez vite. Dimanche matin à Paris, l'église de la Madeleine n'était pas un humble lieu de culte. C'était un spectacle stupéfiant de richesse, d'influence et de faste. 3000 personnes remplissaient les bancs doublés de velours, vêtus de costumes Tom Ford sur mesure, de chapeaux extravagants et de chaussures à semelles rouges Christian Louboutin. Ce n'était pas seulement une église. C'était la salle de conseil social de Paris. Des accords se concluaient dans les allées. Des réputations se forgeaient dans la tribune du cœur. Je suis arrivé à 11h précises. J'ai évité le parking VIP, laissant mon chauffeur me déposer sur les marches massives en pierre. Je portais un tailleur pantalon Alexander McQueen rouge sang. Épaules marquées, lignes impeccables. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, une bourreau arrivant pour une pendaison publique. J'ai descendu l'allée centrale. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Les regards se sont tournés vers moi. Je les ai tous ignorés. Me dirigeant vers le premier rang réservé, je me suis assise. À ma gauche immédiate, était assise Brigitte, rayonnant d'une aura écœurante de satisfaction suffisante et triomphante. Elle m'a tapoté le genou avec condescendance. À côté d'elle se trouvait Chloé, vêtue d'une robe de maternité blanche immaculée, frottant agressivement son ventre pour que tout le monde le voie. À côté d'elle se trouvait Antoine, transpirant légèrement dans un costume serré, incapable de croiser mon regard.
Et au bout du rang était assis Louis, l'air complètement ennuyé, vérifiant sa Rolex. À 11h30, le père Moreau, un homme massif à la voix de stentor théâtrale, a conclu son sermon enflammé de 40 minutes sur le pardon, la grâce et la restauration de la famille, un sujet sans doute fortement suggéré et financé par les dons de Brigitte. Il s'est essuyé le front avec un mouchoir monogrammé et a regardé directement vers moi au premier rang. Famille de l'Église, gronda le père Moreau dans son micro doré, sa voix résonnant dans le sanctuaire caverneux. Aujourd'hui, l'une de nos familles les plus éminentes et les plus aimées nous montre le vrai sens de la grâce et de la transition. Sœur Amélie Dubois a demandé un bref moment pour s'adresser à la congrégation concernant les transitions familiales et l'esprit de don. Un murmure fort et confus a parcouru les 3000 participants. Les éventails s'agitaient rapidement. Brigitte me donna un coup de coude sec dans les côtes, se penchant près de moi. Monte, siffla-t-elle à voix basse. Sois humble. Lis le script dont nous avons discuté. Donne-leur la maison. Je me suis levée. J'ai boutonné l'unique bouton de ma veste rouge. Je n'ai pas regardé Brigitte. J'ai monté les marches recouvertes de tapis jusqu'à l'immense chaire surélevée. J'ai contourné le prêtre, sortant la clé USB cryptée de ma poche. Je l'ai tendue au directeur audiovisuel de l'église, qui se tenait près du pupitre des moniteurs juste à côté de la scène. Entrez 1, lui ai-je ordonné calmement. Mettez-la sur les écrans principaux du sanctuaire. Donnez-moi la télécommande. Madame Dubois. Qu'est-ce que c'est, chuchota le père Moreau, se penchant, les sourcils froncés de confusion. Ce n'était pas au programme. C'est la transparence absolue, mon père, dis-je doucement, prenant le micro du pupitre. Je me suis dirigé vers le centre de la scène. J'ai regardé la mère de visage dans l'attente, puis j'ai baissé les yeux vers le premier rang. Ma famille me regardait, attendant ma reddition. Bonjour à tous, ma voix résonna dans le système de sonorisation massif. Le brouhaha dans la salle s'est instantanément éteint. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma mère, Brigitte, m'a demandé de me tenir devant vous aujourd'hui pour annoncer un don, ai-je commencé, mon ton parfaitement mesuré. Elle m'a demandé de remettre publiquement, devant Dieu et cette congrégation, l'acte de propriété de ma demeure de Neuilly à mon mari Antoine et à ma sœur Chloé, pour bénir leur nouvel enfant. Des applaudissements polis et très confus parcoururent la foule. J'ai vu Chloé sourire largement, posant sa tête sur l'épaule d'Antoine. Brigitte a hoché la tête en signe d'approbation. Cependant, ai-je poursuivi, mon ton tombant à un froid polaire qui a traversé la pièce chaude comme une faux, je suis une experte comptable judiciaire. Je traite avec des faits, je traite avec des bilans. Et aujourd'hui, nous allons équilibrer les comptes. J'ai cliqué sur la télécommande dans ma main. Derrière moi, les deux immenses écrans 4K flanquant l'autel, habituellement réservés aux versets de la Bible et aux paroles des chants, se sont allumés. Le premier document est apparu en lettres de 15 mètres de haut. Reconnaissance de dette, 500 000 €. En dessous, une image agrandie de la signature falsifiée et du fausceau de notaire. Il y a 2 semaines, mon mari a falsifié ma signature pour contracter un prêt illégal d'1 demi-million d'euros auprès d'un syndicat du crime de Marseille. Utilisant ma propriété comme garantie, ai-je annoncé. Le souffle collectif dans la salle a aspiré tout l'oxygène de l'air. Plusieurs femmes au deuxième rang ont serré leurs perles. Antoine a bondi sur le banc du premier rang, son visage se vidant de toutes couleurs. Amélie, qu'est-ce que tu fais? Éteins ça. Assieds-toi, Antoine. Avant d'aggraver les choses pour toi, ai-je commandé, ma voix résonnant avec une autorité absolue à travers les haut-parleurs. J'ai cliqué à nouveau sur la télécommande. Un reçu de virement bancaire a remplacé le document de prêt. Il mettait en évidence un transfert massif vers un compte aux îles Caïmans. Il a pris ce prêt illégal, commettant une fraude électronique fédérale, et a viré chaque centime à une société écran offshore appartenant à son beau-frère, Louis Lambert. Le visage arrogant de Louis s'est brisé en morceaux. Il s'est à moitié levé, ses yeux cherchant frénétiquement les immenses portes de sortie en bois au fond du sanctuaire. Louis, me suis-je adressé à lui directement depuis la chaire, ma voix impitoyable.
Pensais-tu vraiment qu'une experte comptable ne remarquerait pas un trou de 2 500 000 € dans les comptes séquestres de ton entreprise? J'ai tes déclarations à l'AMF. J'ai les registres que tu as essayé de cacher. Tu avais besoin de 500 000 € immédiatement pour repousser un audit de l'AMF. Alors tu as monté un stratagème de chantage contre mon mari pour l'obtenir. L'église était dans un chaos absolu et sans précédent. Les gens se levaient sur les bancs en criant. Des centaines de téléphones portables étaient déjà sortis, enregistrant les écrans, enregistrant l'effondrement au premier rang. Brigitte s'agrippait au banc en bois devant elle, ses jointures blanches, son visage un masque de cendre d'horreur absolue. Sa réputation impeccable se désintégrait en temps réel. Amélie, arrête ça. Au nom de Jésus, arrête. Tu nous ruines, hurla Brigitte par-dessus le bruit de la foule. Je ne fais que commencer, mère, dis-je froidement. J'ai cliqué une dernière fois sur la télécommande. L'écran est passé des documents financiers à un dossier médical d'un blanc éclatant. Le logo de la clinique de la fertilité de Paris était bien en vue. Le nom d'Antoine Dubois était surligné en jaune vif en haut, avec une date d'il y a 5 ans. Ma sœur Chloé prétend porter l'enfant d'Antoine. Un vrai miracle, vraiment, dis-je, me penchant vers le micro, m'assurant que chaque syllabe était limpide. Étant donné qu'Antoine a été diagnostiqué avec une azoospermie non obstructive, irréversible et absolue il y a 5 ans. Numération des spermatozoïdes, 0. Il est entièrement stérile. Un silence de mort s'est abattu sur les 3000 personnes. C'était un choc si profond, si intimement profond, que toute la salle s'est figée. Je pouvais entendre le faible bourdonnement de la climatisation. J'ai baissé les yeux vers Antoine. Il regardait l'écran géant, lisant le diagnostic médical qu'il avait passé 5 ans à essayer désespérément de refouler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson qui suffoque. L'illusion qu'il avait construite pour protéger son ego fragile était violemment et publiquement arrachée devant toute la ville. Antoine a lentement tourné la tête. Il a regardé Chloé. « Toi, tu as dit que c'était le mien », a-t-il chuchoté. Bien que le silence fût si profond, je pouvais l'entendre de la scène. « Tu me l'as juré. » Chloé était en hyperventilation. Elle reculait loin de lui, se pressant contre Brigitte. « Antoine, écoute. Je peux expliquer. »« Il est de qui ?» rugit Antoine, sa voix craquant d'humiliation pure et dévastatrice. Il s'est tourné et a regardé Louis. Il a regardé l'homme qui avait orchestré l'affaire, l'homme qui avait pris les 500 000 €. La prise de conscience a frappé Antoine comme un TGV en fuite. Louis l'avait fait chanter, avait pris son argent volé, l'avait forcé à commettre des crimes fédéraux, et le bébé n'était pas le sien. Il n'était qu'un pion. Une dupe. Vous m'avez piégé, hurla Antoine, de la salive volant de ses lèvres. Il s'est jeté par-dessus le banc, projetant tout son poids sur Louis. Les 2 hommes se sont écrasés sur le banc en bois et dans l'allée centrale. Les poings ont commencé à voler. « Lâche-moi, pauvre idiot fauché et pathétique », cria Louis, essayant de protéger son visage alors qu'Antoine faisait pleuvoir les coups sur lui, déchirant son costume coûteux. « J'ai commis une fraude fédérale pour toi. » Antoine pleurait de rage absolue, frappant sauvagement, complètement déchaîné. « J'ai emprunté à la pègre pour toi. Tu m'as fait croire que j'étais un père. J'ai ruiné mon mariage pour toi. » Parfait. Une confession publique complète. « Tu as enregistré ça, David ?» ai-je demandé calmement, m'éloignant de la chaire et laissant tomber le micro à mes côtés. Du fond du sanctuaire, les lourdes portes en bois s'ouvrirent avec un fracas énorme. 10 hommes et femmes en blouson sombre avec des lettres jaunes vives dans le dos, brigade financière, ont descendu l'allée centrale, leurs bottes lourdes sur le tapis. Le commissaire Martin était en tête. La congrégation s'est écartée, criant et se bousculant sur les bancs pour s'éloigner. Martin est passé juste à côté d'une Brigitte hurlante et hystérique, a attrapé Antoine par le col de son costume et l'a violemment arraché d'un Louis ensanglanté. 2 autres agents ont attrapé Louis et l'ont relevé. Louis Lambert, Antoine Dubois, aboya Martin, sa voix coupant facilement le chaos des membres de l'église en train de crier. Vous êtes tous les 2 en état d'arrestation pour fraude électronique, détournement de fonds et conspiration.
Vous avez le droit de garder le silence, bien que, compte tenu de ce que nous venons d'entendre, il semble que vous ayez déjà renoncé à ce droit sur un micro ouvert. Les menottes ont cliqué sur les poignets de Louis, ont cliqué sur les poignets d'Antoine. Le son était symphonique alors qu'ils traînaient les deux hommes dans l'allée centrale vers la sortie. Antoine s'est retourné vers moi, debout sur la scène. Des larmes coulaient sur son visage meurtri. Amélie, s'il te plaît. Je suis ton mari. Ne les laisse pas m'emmener, a-t-il supplié, sa voix résonnant dans les combles. Plus maintenant, dis-je, ma voix portant sans le micro. Mon avocat enverra les papiers de divorce finalisés à ta cellule de détention préventive. J'ai descendu les marches de l'hôtel, mes talons rouges cliquant contre le bois. Chloé s'était effondrée sur le banc, sanglotant hystériquement, entièrement abandonnée par les hommes qui l'avaient utilisée, sa robe blanche ruinée. Brigitte a tendu la main pour attraper mon bras alors que je passais, ses mains tremblant de manière incontrôlable, ses cheveux parfaits en désordre. Amélie, comment as-tu pu, balbutia Brigitte, complètement brisée, regardant les visages dégoûtés de ses compagnons d'église qui filmaient activement sa ruine. Notre famille, notre réputation, c'est fini. Tu nous as détruits. Je me suis arrêtée. J'ai regardé ma mère avec un détachement glacial absolu. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais rien. Tu as misé sur un actif toxique, Brigitte, ai-je chuchoté doucement. Et maintenant, tu es en faillite. Je leur ai tourné le dos et j'ai remonté l'allée latérale vers la sortie. Les flashs des appareils photo des téléphones portables illuminaient mon chemin comme une piste d'atterrissage. Je suis sortie par les lourdes portes en bois, je suis entrée dans la lumière vive du soleil de dimanche et je suis montée à l'arrière de ma Maybach qui m'attendait. Le système judiciaire est notoirement lent, broyant ses engrenages pendant des mois et des années. Mais lorsque vous remettez à la brigade financière un paquet parfaitement emballé et ficelé de preuves financières irréfutables, d'empreintes numériques et d'une confession publique, elle agit avec une vitesse surprenante et terrifiante. Les procès ont été brefs et brutaux. Louis Lambert, accablé par la preuve absolue du détournement de 2 500 000 € et ses liens avérés avec les syndicats de l'ombre de Marseille, a plaidé coupable pour éviter 20 ans. Il a été condamné à 8 ans dans une prison fédérale. Sa société de gestion de patrimoine de luxe s'est effondrée du jour au lendemain, saisie par les régulateurs fédéraux pour rembourser ses victimes. Antoine, malgré ses tentatives pathétiques et remplies de peur au tribunal de prétendre qu'il avait été émotionnellement manipulé et contraint par Louis, n'a pas pu échapper aux preuves tangibles de la signature falsifiée et des virements sur le marché noir. Le juge n'a eu aucune sympathie pour un homme qui a volé un demi-million d'euros pour couvrir une liaison. Il a écopé de 4 ans. La dernière mise à jour que j'ai reçue de mon équipe juridique indiquait qu'il travaillait à la blanchisserie de la prison, entièrement dépouillé des vêtements de marque, des voitures de luxe et de l'ego incroyablement fragile qu'il prisait par-dessus tout. Quant aux femmes qui ont tenté d'orchestrer ma chute, le karma a été rapide, financier et brutalement précis. Avec Louis en prison et ses actifs entièrement gelés et saisis par le gouvernement, Chloé s'est retrouvée avec absolument rien. Les amis de la haute société qu'elle avait cultivés et exhibés se sont évaporés au moment exact où le scandale de l'église a fait la une des journaux locaux. Personne à Paris ne voulait être associé à la femme qui a couché avec son propre beau-frère pour piéger un homme, pour que tout explose sur un écran géant à la Madeleine. Elle a été expulsée de son appartement de luxe en un mois. Elle vit maintenant dans un 2 pièces exigu et mal ventilé dans une banlieue délabrée de Paris, élevant un enfant hors mariage sans aucune pension alimentaire. Entièrement dépendante des aides sociales. Brigitte a partagé sa misère. Comme son statut social était toute son identité, l'incident de l'église a détruit son âme. On lui a demandé discrètement mais fermement de démissionner du conseil paroissial. Les femmes avec qui elle avait bavardé pendant des décennies traversaient maintenant la rue pour l'éviter. Sans mon soutien financier, elle a rapidement fait défaut sur le prêt de l'appartement de luxe que je lui avais acheté. La banque a saisi le bien. N'ayant nulle part où aller, elle a dû emménager dans l'appartement de banlieue exigu avec Chloé. 2 femmes amères et toxiques piégées dans un petit espace, entièrement dépourvues de la richesse qu'elles convoitaient. Passant leur journée à se blâmer bruyamment l'une l'autre pour leur ruine. Et moi, j'ai prospéré.
Le fait de me débarrasser du poids mort de ma vie a fait monter ma trajectoire en flèche. Le divorce a été prononcé sans contestation alors qu'Antoine attendait sa condamnation. Il n'avait aucun fondement juridique pour toucher à l'Athena Trust et mes actifs sont restés complètement verrouillés derrière une forteresse de fer juridique. 6 mois après l'incident à l'église, mon entreprise de la EdTech est entrée en bourse. L'introduction en bourse a été un succès massif et sans précédent, ouvrant à 3 fois la valorisation projetée. Du jour au lendemain, cela a fait de moi l'une des femmes noires autodidactes les plus riches du pays. Je suis maintenant assise dans la bibliothèque de mon hôtel particulier de Neuilly. Les ballons pastels sont un lointain souvenir, remplacés par le bourdonnement calme et apaisant de la climatisation centrale et l'odeur riche et lourde du cuir ancien et de l'argent frais. Sur la table basse en verre devant moi se trouve le dernier numéro du magazine Challenge. Mon visage est en couverture. Je porte un tailleur pantalon blanc impeccable, regardant droit dans l'objectif avec les yeux calmes et totalement imperturbables d'une femme qui est maîtresse de son destin. Le titre en gras dit « Amélie Dubois, l'architecte inarrêtable de son propre empire ». Je me sers un grand verre de bourbon de 20 ans d'âge. Je me dirige vers l'immense bail vitré et je regarde les pelouses parfaitement entretenues et silencieuses de ma propriété. La maison est complètement immobile. Certaines personnes craignent le silence. Elles le fuient. Elles le remplissent de relations toxiques, de membres de la famille avides et manipulateurs, du bruit épuisant et sans fin de la validation externe. Elles laissent des parasites les vider juste pour ne pas avoir à être seules. Pas moi. Je prends une lente gorgée de bourbon, laissant la chaleur douce me brûler la gorge. S'installant confortablement dans ma poitrine. Pour moi, le silence n'est pas solitaire. Il sonne exactement comme la victoire.